parle pas de posture dans mon approche. C'est-à-dire que Ok. une posture idéale pour moi n'existe pas. Le musicien peut trouver une dynamique fonctionnelle, tu vois, une dynamique qui va le mettre dans une fonction qui lui permettra d'exprimer au mieux sa musique. Donc Ok. une dynamique euh, immobile ou mobile, peu importe, ça c'est un choix de mise en scène de la part du musicien. Il choisit d'être plus très immobile ou au contraire très mobile, et ça c'est vraiment un choix. Mais dans les deux cas, à l'intérieur de cette dynamique, le musicien doit respecter certaines règles physiologiques, c'est-à-dire certains équilibres musculaires pour se permettre en bout de chaîne, puisque le musicien finalement prend contact avec son instrument au niveau de ses mains et au niveau de sa bouche, de ses lèvres, et c'est à ce niveau-là qu'il fabrique le son d'une manière ou d'une autre, qu'il le prépare ou qu'il le fabrique. Et c'est cette synchronisation entre ses deux mains et ses lèvres et son souffle que le son et le phrasé va être construit. Et donc, finalement, le musicien pourrait se trouver dans des positions très très différentes. L'idée, c'est qu'il conserve une fonction optimale, qui puisse le laisser libre dans toute son expression et en même temps endurant et de manière économique. Ouais. Donc on pourrait imaginer que l'idée c'est que ce musicien se tienne droit, mais beaucoup de musiciens se tiennent trop droit et immobiles, voire rigides. Crispé. Donc crispé, c'est un peu le mot qui fait peur un peu aux musiciens. Il veut éviter cette crispation. Ouais. Donc il a raison. Et en même temps, le contrebalancement de cette crispation va être fait par une recherche de détente, une recherche d'assouplissement. Voilà. Bon. Et ça, c'est un peu le problème numéro 1, je dirais. Ce qu'il devrait savoir pour éviter les problèmes, c'est qu'il devrait déjà savoir que la recherche de relâchement ou de souplesse est un piège. Ça, c'est évident, c'est basique, et en même temps, c'est pas si évident que ça. C'est un équilibre à trouver quand même, c'est assez fin. C'est un équilibre. Alors, je ne sais pas si c'est très fin, vu tout ce que vous savez faire avec beaucoup de finesse. Je pense que ce dont je parle là, en fait, je pense que c'est assez. Il faut rester dans du assez grossier, parce que déjà, c'est énorme de comprendre que la souplesse sonore que vous recherchez, alors tu peux l'appeler de plein de manières différentes, d'accord, cette souplesse sonore. Cette souplesse, elle est la résultante d'un équilibre corporel tonique, bien organisé, que vous avez mis des années à travailler et à organiser, tellement complexe parce elle demande la sollicitation de 1000 choses à la fois, hein, puisque c'est l'apprentissage de la musique, c'est pas que de la technique, ça passe par un corps qui techniquement sait jouer, mais ça passe par une conception musicale, une conception sonore, pas forcément par la lecture, mais souvent par la lecture, donc 1000 informations que le musicien doit rassembler à un moment précis et savoir, à travers ces apprentissages, jouer, ça veut dire être expressif musicalement, et tout en se faisant, tout en ayant un certain plaisir, une joie à le faire et à partager ça donc à ses collègues et puis aux autres. Et donc cette recherche de souplesse exagérée, c'est le facteur numéro 1 en fait de tension et de pathologie, de tension qui sont des compensations en fait, des compensations de ce manque de soutien. Donc il y a des zones clés comme ça corporellement qui sont absolument à stabiliser. Et très concrètement, si on parle du basson, le basson c'est un instrument assez imposant. C'est un instrument qui a des caractéristiques comme c'est assez rare chez les musiciens. Vous êtes peu à avoir un instrument où la main doit porter doit se positionner, contrairement à beaucoup d'instruments où tout se passe devant, d'accord. Eh bien, la main droite du bassoniste se place pratiquement dans le plan du corps, et donc le bras va se placer en arrière du plan du corps. Et ça, c'est une caractéristique première du bassoniste, parce que si les bras sont placés donc généralement en avant du plat du corps, en avant du plan du corps, tu vois, eh bien, il y a un port de bras qui se fait par une ceinture scapulaire, donc une épaule, qui se fait assez facilement, on va dire, même s'il y a un gros travail à faire généralement au niveau des épaules des musiciens, parce qu'on leur a souvent mis dans la tête qu'il fallait relâcher ses épaules, et ça c'est un vrai piège encore. Mais les bras en avant, quels que soient les instruments,
sont portés et proposent à la main de jouer avec plus de liberté que si les bras ne sont pas portés, Oui, c'est ça. les mains et les avant-bras compensent. Trop relâché, c'est finalement l'avant-bras qui compense, alors que si le bras est bien maintenu, enfin, du coup, si les épaules sont bien sont toniques, pas comprimées, compressées, mais toniques, tonique. du coup, ça aide le port de la main. C'est ça, l'avant-bras est porté par un bras, porté par une épaule, et ça, c'est une sorte de tonus musculaire. Et à partir du moment où le bras, et particulièrement chez le bassoniste, mais on le retrouve au niveau du sax ténor, on le retrouve chez les percussionnistes, caisse claire, où les bras se retrouvent en arrière du plan du corps, le risque de ce bras en arrière est déjà de déstabiliser un peu le travail de l'omoplate, voire de lui proposer finalement presque un relâchement, et on retombe dans cette idée que du coup l'avant-bras travaille seul, sans le support du bras, sans le support de l'épaule. Donc ça, c'est la première caractéristique. Donc il faut en être conscient et de comprendre comment arriver à conserver un travail symétrique, parce que ça ne demande pas une asymétrie. L'asymétrie de l'instrument ne demande pas une asymétrie de la ceinture scapulaire. C'est pas parce que... Quand tu parles de ceinture scapulaire, qu'est-ce que c'est exactement? 2 clavicules, 2 omoplates. Donc les omoplates, les 2 os triangulaires que vous avez dans le dos. Mais tu parles des muscles quand tu parles non, là de je parle des os. Scapulaire, c'est les os. Ouais, c'est la ceinture scapulaire, c'est comme la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne, c'est le bassin. Les 2 clavicules. 2 clavicules et 2 omoplates. Et cette ceinture scapulaire, contrairement au bassin, est indépendante. Droite-gauche, on peut faire des choses indépendantes. Mais en même temps, il n'y a pas de raison, dans une position à l'instrument, quel que soit l'instrument, que l'on se retrouve avec une épaule plus haute, plus basse, plus en arrière, plus enroulée. Il n'y a pas de raison. Et le basson asymétrique ne demande pas de porter ses omoplates de manière asymétrique. Donc c'est ça qu'il faut arriver à conserver. Il existe un harnais au basson où c'est vraiment que sur un côté, mais c'est pas parce qu'on a ce genre de harnais qu'on doit avoir une position... On peut porter un instrument comme une guitare sur l'épaule gauche et rester symétrique. On peut et on doit même, c'est préférable. Sinon on commence à créer des compensations, des tensions. C'est pas très gênant, mais au bout d'un moment, si on joue 2-3 heures par jour, 4, 5, surtout tous les jours, et en fonction du contexte dans lequel on joue, en effet, ça peut créer des tensions. Et ces tensions peuvent se transformer en pathologie, mais pas forcément locale. C'est-à-dire que des fatigues d'épaule créent bien souvent des pathologies au niveau de la main, puisque les mains compensent. Parce que l'épaule ne porte pas bien son membre supérieur, c'est la main qui compense. Ça peut être les épaules. C'est souvent le cas. Et quand on a mal aux épaules, il ne faut pas hésiter à regarder aussi ce qui se passe au niveau des mains. Parce que mais voilà, on parle vraiment du syndrome main-épaule. C'est décrit en physiopathologie. La main est tellement dépendante de son épaule et inversement que chez un musicien, il ne faut pas s'arrêter à l'endroit de la douleur. Bien sûr que c'est un signal d'alarme, mais ça explique que ça peut être ailleurs. Voilà, ça peut être souvent ailleurs. Ça me fait penser aussi à un problème que j'ai déjà vu chez certains bassonistes, à savoir, en fait, c'est la tête qui tremble quand le bassoniste souffle ou joue. On en avait déjà un peu parlé, je crois. Du coup, je me suis toujours demandé quel pouvait être le problème. Alors, en effet, c'est pas des pathologies dans ces cas-là, hein, c'est des erreurs de fonctionnement où on peut pas parler forcément de dysfonctionnement, mais ça dépend, surtout si ça gêne pas le musicien. Si le musicien n'est pas gêné par ça, c'est des manières de fonctionner. Si le musicien commence à être gêné parce que ça commence à s'entendre, ou ça commence à se tendre, ou à être gênant, ou visible tout simplement, et gênant pour le musicien lui-même parce qu'on lui a fait remarquer, alors on parle toujours pas de pathologie, on parle toujours de dysfonctionnement, et en tous les cas tout ça se règle, et l'idée c'est de comprendre comment ça se règle, donc de faire une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire de comprendre quels sont les tenants et les aboutissants. Là tu parlais de différence entre pathologie et dysfonctionnement. C'est quoi exactement? La frontière est fine entre les deux, parce que dans les pathologies, on met clairement tout ce qui est inflammatoire, donc toutes les tendinopathies, tu vois, ce qu'on appelle les tendinites, ce que les musiciens appellent les tendinites, et ce qu'ils mettent d'ailleurs sur toutes les pathologies globales. Mais les tendinopathies, c'est l'inflammation des tendons et des gaines des tendons. Ça se passe au niveau des coudes, ça se passe au niveau des pouces, ça se passe au niveau des épaules. Donc les tendinopathies, c'est des facteurs inflammatoires, c'est des tendons qui travaillent en trop, par compensation ou par acharnement. Ces muscles et ces tendons s'enflamment,
Et c'est douloureux, et ça limite le temps de travail, et puis la douleur est un signal qui dérange le musicien pour jouer, évidemment. Ouais, ok. Donc ça, c'est un style de pathologie. Le surmenage musculaire, c'est le corps musculaire en lui-même qui se fatigue. C'est une difficulté des fibres musculaires à récupérer, même au repos. C'est douloureux, c'est assez long généralement pour la récupération, et la douleur apparaît même en dehors de l'instrument. Après l'arrêt de l'instrument. Donc ça, c'est une fatigue musculaire. Donc il existe des protocoles pour récupérer. Hein. Tout ça ne laisse aucun séquelle, ni les tendinites, les syndromes de surmenage. Ça doit être bien, si c'est bien pris en charge en tous les cas. Ça ne doit pas devenir chronique. Hein. Si ça devient chronique, c'est que c'est pas bien pris en charge, et la plupart du temps, malheureusement, c'est très mal pris en charge. Hein. Les pathologies du musicien sont mal comprises par le corps médical. Encore trop peu en tous les cas. Et puis les compressions nerveuses, autre classification des pathologies. Les compressions nerveuses, la plus connue, le canal carpien. Le canal carpien, c'est vraiment la plupart du temps vers 50 ans. Voilà, plus les femmes que les hommes, c'est au moment de la ménopause et tout. Mais enfin, voilà, c'est vraiment un rétrécissement du canal carpien qui viennent irriter les nerfs avec comme signe clinique des picotements dans les doigts cubitaux, parce que ça touche le nerf. Non, pardon, dans les doigts, ça touche le nerf médian, excusez-moi, donc dans les doigts du milieu. Mais le problème, c'est que il y a d'autres styles de pathologies compressives comme ça, qui peuvent être multi-étagés, c'est-à-dire qui peuvent se trouver à différents niveaux, et principalement aussi au niveau du cou, et qui sont parfois prises pour des canaux carpiens à 20 ans, 30 ans. Et certains musiciens se font encore opérer trop tôt d'un canal carpien, et quand je dis trop tôt, parce que ça peut être un début, mais... Parce que quand tu parles de canal carpien, c'est quoi? C'est une veine? Non, c'est une diminution du canal carpien, d'un canal à travers lequel passent en fait les tendons, les nerfs. C'est plus des muscles? Alors non, c'est le canal qui est rétréci, et c'est les nerfs qui sont comprimés. D'accord. Le nerf est comprimé, et du coup ça crée ce style de picotement comme ça qu'on a au niveau des doigts. Donc ces canaux carpiens, généralement l'opération c'est de dégager un peu le canal pour décomprimer en fait le nerf. Mais ça, c'est vraiment très spécifique, et il est très important chez un musicien de comprendre quand est-ce que c'en est un et qu'il est temps d'opérer, parce que souvent ils sont opérés beaucoup trop tôt, parce qu'en effet on voit à l'électromyogramme qu'il y a un petit début de compression, mais que les signes cliniques décrits par le musicien sont énormes, c'est-à-dire que en fait il a du mal à jouer, sauf que il peut y avoir en effet un peu de canal carpien, mais il peut y avoir d'autres compressions à d'autres étages qui peuvent être arrangées par une dynamique posturale et une manière de jouer de manière optimale, qui fait que le canal carpien en fait c'est rien, ça s'efface. En fait, il n'y a plus de gêne. Ça peut revenir à la normale. Voilà, ça peut revenir dans la normale, et que parce que la problématique, c'est que si on opère d'un canal carpien où les signes cliniques ne sont provoqués pas que par le canal, eh bien, le résultat, c'est que l'opération ne sera pas efficace, puisqu'il restera encore des irritations du nerf et des problèmes pour le musicien. Okay, donc, du coup, là, on a parlé des pathologies et des dysfonctionnements, la nuance. Ouais. Donc les dysfonctionnements, finalement, c'est tout le reste, c'est ce qui pourrait déranger le musicien sans qu'il y ait une pathologie derrière. Dysfonctionnement. Après, est-ce qu'une une contracture musculaire douloureuse, comme un point douloureux entre les omoplates, est-ce que c'est une pathologie? Non, je crois que c'est une douleur, c'est une contracture qui devient douloureuse. Non, c'est pas une pathologie. Je crois qu'il faut, il faut se dire peut-être qu'il y a une immobilité, une utilisation. Si on change la posture, la posture, en tout cas la dynamique, l'équilibre musculaire, tu vois, la manière dont tu utilises ses épaules, parce qu'en effet, vous êtes un peu harnaché, hein, vous, oboïste, bassoniste, pardon. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un rapport où tout est en chaîne fermée, c'est-à-dire que une main gauche, une main droite, une bouche, des lèvres, et puis une colonne, la position assise, la stabilité de l'instrument, tout ça est un peu en chaîne fermée, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de marge de mobilité, même la tête vous ne pouvez pas bouger, puisque vous êtes vraiment, donc éventuellement le pied, tu vois. Oui, et du coup, là, tu disais qu'au basson, une des spécificités, c'était donc le bras droit. Ouais. Et du coup, il n'y aurait pas aussi quelque chose au niveau des lèvres, au niveau du... Alors, il y a énormément de choses qui se passent au niveau des lèvres, en effet. Ouais, lèvres, tout ça. et ce qui se passe en amont,
C'est-à-dire que j'ai rarement vu de musiciens, de bassonistes venir pour des problèmes de lèvres, un peu comme les oboïstes, Ok. dans le sens où vous avez une exigence, votre embouchure est tellement petite et précise et exigeante que si vous n'arrivez pas à bien vous régler, vous n'arrivez pas là où vous en êtes arrivé, quoi. C'est-à-dire que vous rentrez pas dans le monde de la musique si ça fonctionne pas. Donc je pense qu'il y a une exigence telle que l'embouchure est presque, quand je dis l'embouchure, en tout cas ce qui se passe au niveau des lèvres, est vraiment bien réglé. C'est comme ça que je l'explique en tous les cas. Ok. Par contre, ça n'empêche que vous pouvez toujours mieux jouer et avoir plus d'agilité et plus d'aisance dans votre jeu, et que ça peut toujours être optimisé. Mais les pathologies des lèvres sont tellement moindres par rapport au cuivre, par exemple. Oui, c'est ça. Donc il y a moins de risques que les Ouais, cuivres, par exemple. apparemment, vraiment beaucoup moins. Ouais. Ok, Par contre, au niveau de l'ajustement, il y a vraiment des choses à faire, puisque c'est très complexe et qu'au niveau pédagogique, tout n'est pas dit, hein, parce qu'on ne voit pas grand-chose. On n'a pas le temps d'expliquer vraiment. On n'a pas le temps. Tout. On n'a pas le temps. Bah, je crois, non? Oh, vous avez 20 ans quand même, non Ah oui, je sais pas, moi quand j'en parle au professeur, on me dit souvent, bah tu sais, on n'a pas le temps d'évoquer les muscles, les hanches, tout ça, Ah ouais, on n'a pas le temps. Il faut ça un peu rapidement parce qu'il faut s'occuper de plein d'autres choses, quoi. Ah ouais, et pourtant c'est en effet un peu l'essentiel quand même. Il y a les mains, ok, mais il y a vraiment, c'est là où se passe beaucoup de choses. Non, je crois que surtout, c'est que le savoir n'est pas là, c'est-à-dire que la connaissance n'est pas là. Et pourtant, elle existe aujourd'hui. On sait comment fonctionne une langue, 17 muscles, la langue. On sait comment fonctionne la respiration. On sait comment fonctionne le masque, le voile du palais, le larynx, le pharynx. Donc tout ça est assez clair. Mais c'est pas enseigné parce qu'on ne leur a pas enseigné aux professeurs. Pour finir avec les lèvres, c'est vrai que quand j'étais au CNSM, je me suis toujours demandé jusqu'à quel point on pouvait aller. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais je me suis toujours demandé jusqu'où on pouvait aller dans la douleur des lèvres. Parce que c'est vrai qu'on est au CNSM, il faut travailler, il faut quand même beaucoup travailler. Et on a tous ressenti un peu des douleurs aux lèvres, ce qui peut être anxiogène, je pense. Je me suis jamais trop arrêté là-dessus, mais je me demande s'il n'y a pas des risques. Par exemple, je ne sais pas si dès qu'on ressent une petite douleur, il faut qu'on arrête, ou est-ce qu'il faut qu'on aille toujours un peu au-delà. Si par exemple, il faut y aller petit à petit, ou si on peut travailler beaucoup d'un coup, ou si... Voilà, qu'est-ce qui est... Alors je pense qu'en effet, il y a un apprentissage à ce niveau-là, un apprentissage à faire par rapport, donc c'est vraiment une éducation corporelle. C'est une éducation aussi proprioceptive, c'est-à-dire de la capacité de ressentir son corps bouger dans l'espace. Et c'est aussi un apprentissage à la douleur, c'est-à-dire à comprendre ce que c'est que ce signal d'alarme, pourquoi il apparaît, et puis comment on doit l'écouter. Et je pense qu'il y a vraiment, et on est tous très différents, on a tous une zone on est tous réceptifs différents par rapport à la douleur. C'est-à-dire qu'on décrit certaines personnes comme douillettes, donc il s'avère qu'ils ont un seuil à la douleur très très bas, et puis il y en a qui sont plutôt robustes et qui peuvent endurer beaucoup. Et je pense que ça, ce sont des caractéristiques personnelles, et je pense qu'il faut connaître la manière dont on fonctionne en tant que personne, en tant qu'élève. Je ne te parle pas de la position du prof qui doit tenir en compte ça évidemment, et puis savoir décrypter un petit peu ce signal, c'est-à-dire que bien sûr qu'il faut l'écouter cette douleur, mais bien sûr qu'il ne faut pas non plus se focaliser là-dessus et arrêter dès qu'il y a une sensation spéciale, qui serait d'ailleurs pas forcément de la douleur, mais qui serait déjà un début de gêne que le musicien traduirait comme une douleur. Donc je pense qu'il faut encore une fois trouver un juste milieu, prendre un peu de recul, prendre un petit peu de recul, et puis comprendre qu'en effet, particulièrement pendant ces études-là où le musicien cherche à faire des heures et des heures, et on sait très bien que c'est pas le nombre d'heures qui compte, mais c'est vraiment la qualité, et là il y a tout à dire, parce que je pense qu'on pourrait la plupart du temps passer du simple au double chez les étudiants. C'est-à-dire qu'un étudiant pourrait travailler 2 fois moins et travailler 2 fois mieux. Je pense qu'on pourrait être à ce niveau-là quand un jeune de 18 ans travaille 8 heures. Je pense qu'il aurait la capacité, mais bon, de travailler il en est là. Vraiment. Mais
je pense, en 2-3 mois de travail sur ce sujet-là. Et là, le sujet, c'est quoi? Organisation de travail. D'accord? En 2-3 mois, et ce serait un cadeau d'offrir à ces jeunes à 17 ans. Il faudrait commencer à 16 ans. Enfin, je veux dire, il faudrait commencer le premier jour, hein, d'accord? Mais, plutôt possible. ouais, plutôt possible. Mais à 16-17 ans, là, d'avoir une remise en question de son organisation de travail, parce que l'organisation de travail, je ne sais pas si c'est un thème enseigné au conservatoire. Pas du tout. Eh bien, je pense quand je dis 2-3 mois, attention, quelques heures par semaine, hein. Sinon, je pense qu'en stage intensif de 2 semaines, non mais si on réduisait le focus sur le sujet, d'accord? Je pense qu'en 2 semaines, de travail avec un musicien, ou avec un groupe de musiciens, ou un groupe d'élèves, le groupe d'élèves pourrait apprendre à réduire son temps de travail par 2, en augmentant sa qualité par je sais pas, par 2, au moins 2 ou 3. Et ça veut dire qu'après, il pourrait en effet revenir à 5-6 heures de travail s'il le souhaitait, mais en augmentant vraiment sa qualité. Après, je dis pas du tout, c'est vrai que ce qu'on nous apprend, c'est à commencer par des gammes, après faire des études, et à finir par les morceaux. Ça, c'est un peu l'organisation de base. Après, comment travailler les gammes, comment travailler l'étude, comment travailler le morceau, c'est là où ça devient un peu plus flou. Bien sûr. Les gammes, en tout cas nous, au basson, on a quand même été bien éduqués. Après, c'est vrai que pour les études ou les morceaux, ici on a quand même des petits exercices, mais j'imagine aussi qu'il y a une grande partie de connaissance de soi finalement, de savoir comment nous on fonctionne pour trouver le bon exercice qui fait que ça va améliorer tel trait ou tel trait par exemple. Bien sûr. Moi je crois que la gamme c'est un exemple parfait. Et pourquoi on donne des gammes? Pour plein de raisons. D'abord parce que ça forme l'oreille, hein, sur tel style, enfin au niveau de l'harmonie, au niveau de... ça forme l'oreille au niveau du son, et puis ça délie en effet les doigts, et puis, et la langue, et sur une gamme on peut travailler 1000 trucs sur une gamme. Et donc, je pense que l'apprentissage au niveau du cerveau, c'est vraiment au niveau neuronal, il faut le penser à ce niveau-là, au niveau des circuits neuronaux, c'est que le cerveau découvre quelque chose de nouveau, que le cerveau se permette d'aller chercher quelque chose dans l'inconnu. Et c'est dans l'inconnu que le cerveau va faire des nouvelles connexions, et c'est ça l'apprentissage. Donc ça veut dire que le musicien doit utiliser sa curiosité et sa créativité pour que sur une simple gamme, et généralement ces jeunes musiciens qui en sont là, et c'est des personnes sensibles et créatives a priori, donc c'est de se servir de cette sensibilité, de cette créativité et de cette curiosité, parce que ça va avec, pour que juste sur une gamme, avoir des schémas qu'on vous a enseignés, de les faire dans un sens, dans l'autre sens, dans tous les sens en fait, et que ce sont tous ces sens différents et inconnus qui favorisent en fait l'apprentissage. Et il faut tout le temps en fait arriver à se mettre dans un déséquilibre de connaissances, je veux dire dans un inconnu, qui fait que vous allez avancer dans le connu. Et du coup, dans le cas d'un professionnel qui a déjà énormément travaillé, qui peut-être est en poste en orchestre, ou même qui est soliste ou chambriste, comment on peut aller encore plus loin? Parce que c'est vrai que quand on a passé des années à travailler les gammes, les études ou les morceaux, on peut penser qu'on est arrivé et qu'on n'a plus grand-chose à... Alors, c'était un peu ce qui m'interrogeait, ce qui m'intéressait en même temps, et sur quoi j'étais assez curieux au départ, c'était de travailler avec des musiciens avancés. Alors avancés en quoi? Du coup avancés en âge, parce que quand je dis avancé en âge, quand j'avais 25 ans, je sais pas, 35 ans quoi, parce qu'à 35 ans le musicien il est déjà tu vois, au top de son... enfin au top je sais pas, mais il est déjà loin quoi. Donc avec des musiciens de 30-40 ans, donc des musiciens en effet qui ont déjà acquis énormément de choses, de voir ce qui pouvait leur être amené pour optimiser encore. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai été étonné, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à amener, en fait. Et je me suis rendu compte que plus je revenais aux fondamentaux, plus c'était facile, en fait, parce que ces fondamentaux, ils les avaient vus il y a bien longtemps. Du coup, ils avaient peut-être oublié un peu. Ou même pas vus.
Même Donc, comme pas ça, vu. c'était D'accord. comme ça, c'était Ok. clair. Bah oui, parce Ok. que si tu veux, sur une main, je donne un exemple, j'aime bien cet exemple parce qu'il est clair. Vous êtes des spécialistes de la main, vous êtes des spécialistes de la langue. Eh bien, si par exemple sur une main, je vous propose de faire cet exercice-là, Mm. d'accord? Donc c'est de secouer le bras et de tenir votre poignet. C'est pas ça, hein? C'est pas ça, et c'est pas ça non plus. C'est je tiens mon poignet, d'accord? Je Ok. secoue mon bras et Ah mes oui. doigts flottent. Ok. Et bien la plupart du temps, c'est-à-dire 9 fois sur 10, On n'y arrive pas. les musiciens ne savent pas le faire. Alors Ok. que C'est vrai que je galère un ils peu là. utilisent leur... et encore, tu le fais vraiment Ouais. pas mal, d'accord? Et C'est chaud. Ouais. jusqu'à arriver, et de manière symétrique. Ouais. Et ça, du coup, ça servirait à quoi, par exemple? Alors c'est une base, c'est fondamental, base, ok. c'est pas enseigné. Alors un jour, un percussionniste m'a dit « Ah, c'est mon exercice favori ». Donc je dis pas que c'est pas enseigné, je dis que c'est tellement pas enseigné, d'accord? Ça sert à quoi? Ça sert à donner les bases du fonctionnement d'une main, c'est-à-dire Ok. que, pour faire simple, l'agilité des doigts, la vélocité des doigts que vous pouvez avoir sur un instrument quel qu'il soit, c'est dépend de la stabilité de la paume de la main Ok. et du poignet. C'est-à-dire que plus le poignet et la paume de la main seront stables et toniques, plus les doigts seront agiles, indépendants, Ok. endurants, Donc, fins la paume et et puissants. poignet stable, on a les doigts plus mobiles. Ouais, exactement. Plus économique, plus agile, plus endurant. Ok. Et la stabilité de cette paume et de ce poignet dépend du pouce. Donc moi je dis pouce, poignet, paume. Si le poignet, pouce, paume. parce que quand je te propose cet exercice, c'est pas avec un pouce détendu. Je te demande de tendre ton pouce. Ah oui, ok. Tends ton pouce, tu Donc- tends ton poignet, tu tends pouce-poignet, tu tends le pouce et le poignet, et tu secoues ton bras. Donc ça Ok. sert à quoi? Ça sert à comprendre une indépendance qui n'est pas enseignée, qui est fondamentale, que ça soit sur un archet, sur des baguettes, des clés, des cordes ou des touches, hyper important. Parce qu'en fait, là, en fait, tu dis de maintenir le pouce, mais nous, par exemple, dans le cadre du basson, le pouce, il a une énorme importance. Absolument. Il y a plein de clés partout. Comme le guitariste main droite, comme les pianistes. D'accord? Le pouce est mobile. Il est mobile. Il est mobile. Et ça ne veut pas dire qu'il doit être mobile et Donc, détendu. c'est pas parce que le pouce est mobile que le reste de la main, enfin que le reste des doigts sera moins mobile. Alors, en effet, là c'est un sujet important, si on rentre dans le détail. Le pouce, dans votre technique instrumentale, qu'il soit soutenant, qu'il soit tenant, qu'il soit immobile ou mobile, Ouais. avec le passage du pouce par exemple, ou d'une clé sur l'autre, eh bien le pouce doit être tonique dans sa base. Et sa base, c'est cette partie-là. En fait, ça, c'est pas une phalange, c'est pas le doigt, ça. Ça, c'est pas un bout de doigt. Ça, c'est un bout de paume. Ok. C'est un métacarpien, c'est le premier métacarpien. Le pouce n'a que 2 phalanges. Et ça, c'est hyper important à savoir parce que les doigts ont 3 phalanges, les doigts longs ont 3 phalanges et le pouce en a que 2. C'est-à-dire que ça, c'est pas une phalange, c'est un métacarpien. Et que ce pouce, et précisément l'ouverture du métacarpien ici, favorise en fait la stabilité des 5 métacarpiens, c'est-à-dire de la paume. Okay. Et c'est cette stabilité de paume qui donne au doigt long, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, une belle indépendance, endurance, et que l'idée du pouce, s'il doit rester mobile sur son instrument, il doit rester mobile en effet avec cette stabilité donnée par sa base pour donner à la paume une bonne stabilité, offrir au doigt long une bonne liberté. Donc la mobilité du pouce ne doit pas lui enlever une stabilité à sa base. D'accord, donc oui, parce que ce qui est important, c'est la stabilité de la paume finalement. De la paume par l'ouverture de la première commissure du pouce. L'ouverture. Ouais. Par l'ouverture, ok. Ouais. Et un musicien, souvent, va penser, le pouce doit être mobile, donc il doit être détendu. Et là, ça y est, on est foutu. S'il est détendu, on relâche la paume, et du coup, cette partie-là de la main est complètement mobile, parce qu'en fait, l'ouverture du pouce stabilise la 4e et 5e métacarpien. Ici, ça stabilise la paume. Et le relâchement du pouce rend complètement cette partie-là molle, l'arche de la main a tendance à s'effondrer, et puis surtout, les 4e et 5e doigts vont galérer pour trier, pour accéder aux clés. Ça c'est intéressant, ouais. Donc les trilles, les difficultés au niveau des trilles, c'est une histoire de pouce souvent. Parce que du coup, ça me fait penser à un tri connu des bassonistes. C'est le tri do-ré.
Et en fait, donc c'est le quatrième doigt de la main gauche. C'est un tri super important parce que c'est oui, c'est do ré et aussi si bémol do. Je parle de celui-là parce que c'est dans le concerto de Mozart qui est joué dans tous les concours, donc extrêmement important. C'est très dur parce que ça doit aller super vite. Du coup, toi, ton conseil pour débloquer finalement ce quatrième doigt, c'est de garder la paume stable. C'est ça. Alors, pour libérer le regarde, je te le montre parce que c'est pas que une histoire du pouce, c'est vraiment une histoire. Moi, c'est le trio dont je parle. Le trio dont je parle, c'est une histoire de poignet, c'est une histoire de pouce et c'est une histoire d'orientation entre la pronation et la supination de la main. Alors, la pronation et supination. Pronation, prendre, supination, soulever, moyen mémotechnique, d'accord. Donc, soulever, supination. Prendre, pronation. Et vous, au basson, vous êtes plutôt dans une tendance à la supination, une tendance, tu vois, vous n'êtes pas en complète supination et vous n'êtes pas en pronation, à gauche. Et on est en pronation main droite. Pronation main droite et ici plutôt supination, d'accord. Donc on va se concentrer sur la main gauche. Eh bien, l'histoire des trilles avec le 4 et le 5, ou le 3 et le 4, comment vous les comptez, vous ? Ça dépend des gens, moi je dirais 1, 2, 3, 4, 5. Donc le 4 et le 5, d'accord. Eh bien, je te le mime comme ça, je te l'exagère comme ça. Plus vous allez être dans une tendance à la pronation. Ouais, donc pronation plus... Donc tendance par là, d'accord. Plus vous allez éloigner votre 4 et 5e doigt des clés. Et plus vous allez devoir, pour aller chercher vos clés, tirer sur vos doigts. Ça fait un effort pour... pour mettre vos doigts au-dessus des clés. Et après, pour les jouer, vous allez refaire un deuxième effort. Et donc, du coup, les doigts vont pas être aussi agiles que si jamais, déjà, vous amenez vos doigts au-dessus de vos clés donc, en supination. Par la supination, qui est un gros muscle en fait, parce que la supination, si tu mets ton doigt ici, tu sens que c'est ton biceps, le muscle principal de la supination. Et c'est pas ton petit doigt qui vient tirer sur ta main pour faire les trilles. Non, c'est ton gros muscle biceps qui tourne ton avant-bras. C'est une tendance, une tendance qui amène tes doigts plus au-dessus des clés et de se rendre compte que le tri va être plus facile par la tendance à la supination. Mais essayez directement ce soir, vous allez voir que c'est assez, ça fonctionne assez bien. Après, je te parlais du pouce, en effet, c'est-à-dire que si l'avant-bras tourne en effet vers l'extérieur, comme ça, le pouce, lui, doit justement penser à tourner un petit peu dans l'autre sens, d'accord, et de garder une certaine tension. C'est quand tu dis que le pouce il tourne dans un autre sens. Ouais, parce que lui, quand il vient en opposition avec les autres doigts pour aller chercher ses clés, eh bien, on parle d'opposition, d'accord. Il y a le muscle opposant du pouce, et le pouce effectue une rotation sur lui-même. Et donc, la mise en tension de cette petite musculature-là, de la musculature du pouce, travaille en même temps qu'une musculature qui se trouve du côté cubital de la main ici. Bon, j'utilise des mots un peu anatomiques là, mais on s'en fout un peu en même temps. Donc, et ça met en tension la voûte large de la main. Donc l'ouverture du pouce, c'est ce que je racontais tout à l'heure, met en tension une musculature ici à ce niveau-là et stabilise la voûte de la main qui donne plus de liberté à ces doigts-là. Et pour pas casser cette voûte-là, c'est là où c'est le biceps qui intervient pour amener l'avant-bras en supination, pour amener les 4 et 5 plus proches des clés, tout en maintenant la stabilité régie par le pouce. Donc c'est ça le trio dont je parle. C'est un trio entre le pouce, le poignet et le biceps. Et le tout en étant indépendant avec les doigts. Et si on ne casse pas ce trio sur son basson, les trilles passent nettement mieux. Et tu parlais tout à l'heure des professionnels. Oui, il est beaucoup plus facile, en effet, quand je parle de ça à un professionnel, s'il le conscientise, s'il le comprend, s'il l'accepte, s'il le ressent et s'il le fait, mais ça marche immédiatement. Le progrès est immédiat. Et c'est ça, je pense, la différence avec la compréhension, la prise en compte de l'anatomie ou non. C'est que si on la prend en compte et qu'on la comprend bien et que le musicien l'intègre, le progrès, avec votre expertise, votre niveau d'expertise, le progrès est immédiat. Et c'est ça qui rend le truc... oui, c'est fou, Tu vois ? Parce que tu vois, là, pour le tri, je pense encore à quelque chose. En fait, je sais qu'il y a des bassonistes qui
qui n'utilisent pas seulement le doigt, mais qui font trembler toute la main, en fait. Ouais, bah Pour aller c'est... super vite. Ouais, bon. Et ça, Bah c'est une manière. c'est une manière. C'est une manière si voilà. ça leur convient. Voilà. Mais c'est pas plus dangereux qu'une autre manière de faire. Non, je dirais, tu vois, le problème de l'apprentissage de la musique, un des problèmes, c'est qu'il est très basé sur l'imitation. Ok. Donc oui, ok, pourquoi pas, ça fait partie de la manière d'apprendre, mais le danger d'imiter, c'est qu'on va imiter quelqu'un qui a une certaine morphologie, une C'est certaine ça. personnalité, une certaine intention, un certain parcours, une certaine expérience, et, euh, et, et que toi, quand tu l'imites, tu as tout ton monde. Donc voilà, c'est pas forcément bon de. Eh bien, il faut recopier faire gaffe à pour l'imitation. Ouais, faut faire gaffe. Et quelqu'un qui le ferait comme ça, est-ce que je pourrais dire que est-ce que je peux répondre à ta question? Non, j'en sais rien. Si ça lui convient bien, Oui. finalement, si lui, il a trouvé son s'il y a équilibre pas de comme douleur, ça. si ça Ouais. marche bien, Par contre, ouais. est-ce que s'il a un petit problème dans le sens où il n'arrive pas à aller assez vite, il n'arrive pas à durer aussi longtemps, il a mal trop vite, ou il a simplement mal, ou il n'arrive pas à... peu importe, Ouais. alors là on peut essayer de trouver l'optimisation et il y aura certainement une possibilité. Je suis rarement resté page blanche devant une demande d'un musicien parce qu'il y a toujours moyen de trouver des solutions, Ouais. toujours. Ok. C'est vraiment les recherches, vous êtes des chercheurs, hein, Donc là, elle ouais. est sans fin. Ouais, Donc ouais. des solutions en se basant sur l'anatomie et un peu de créativité pour trouver une voie un peu nouvelle qui va Ok. faire du bien au cerveau, c'est sans fin. D'accord. Du coup, là, on a parlé de la main gauche. Maintenant, on peut parler de la main droite, Ouais. qui est aussi particulière parce qu'en fait, bah voilà, je t'avais déjà montré, on a une position assez bizarre. En tout cas au basson français. Et en fait, au basson allemand, il y a une poignée. Mm. Voilà, est-ce que tu peux un peu Ouais. développer cette main? Alors en effet, cette main elle est importante. D'abord, je vous l'ai dit pourquoi, c'est parce que son bras est en arrière du plan du corps et risque de désorganiser l'épaule et du coup la main risque de travailler seule et c'est dommage pour elle. Donc d'où l'importance de reprendre en compte une épaule droite, un bras droit. Même en restant en arrière, il peut avoir cette capacité, il doit conserver sa capacité de pousser. Parce que c'est la poussée du bras par l'omoplate qui permet en fait cette poussée du basson qui est importante dans cette main droite. Alors ça dépend ce que vous utilisez comme matériel entre la sangle et l'harnais, la sangle sur laquelle vous asseyez ou quoi. Enfin, mais cette poussée pour qu'avec le contrepoids du harnais, l'anche vienne à vos lèvres. Tu vois ce que je veux dire. Donc cette poussée, elle est super importante. Cette poussée, elle ne doit pas être faite par la main. C'est l'omoplate, comme tu disais. Oui, ça c'est le bras. En tout cas, c'est le bras. Ouais. C'est le bras. Et le bras peut avoir cette bonne poussée si en effet... s'il y a un bon support. S'il y a un bon support au niveau de l'omoplate, voilà, tout ça doit être hyper bien réglé pour que la poussée puisse se faire. Voilà. Et pour que ça soit le bras qui pousse et non pas des doigts, un pouce qui aurait envie de mettre un effort pour pousser. Non. Parce que là, en fait, dans ton geste, t'es comme ça, on est d'accord. Hein. Ouais. Ok. Nous, en fait, on est un peu plus comme ça. Oui, non, mais bien sûr. Ok, pas de problème. Pareil, alors, avec ou sans poignée? Ouais, moi, je le mimais peut-être plus avec une poignée. Bah oui, non, mais voilà, mais c'est ça qui est intéressant en fait pour voir ce qui est le plus. Ouais, alors. Plus naturel. Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de basson, enfin, c'est pas parce que moi sur mon basson j'ai pas de poignée qu'on peut pas en mettre une, on peut très bien en mettre une. Non, moi je dirais oui, en effet, la poignée semble a priori assez ergonomique. Okay. Hein, parce qu'elle évite, comme je le disais tout à l'heure, pour une main gauche, elle évite que la main droite ne tombe trop en pronation. Ouais, ok. C'est tout, tu vois. Et du coup, avoir tendance à fermer un peu le pouce, avoir tendance à éloigner un peu le 4e et 5e doigt. Alors que la poignée aura tendance à remettre la main, donc l'avant-bras, un peu plus en supination. C'est très agréable. C'est juste que c'est très agréable. Après, il y a des convictions, il y a des positionnements. Basson français, basson allemand.
blablabla. Donc tout ça, moi, je rentre pas dans ces c'est histoires. encore une autre histoire. Oui, bien sûr, mais moi je rentre pas dans ces histoires parce que des histoires, il y en a plein dans le style. Et voilà, moi je travaille autant avec des Allemands que des Russes, que des Français, que toutes nationalités. Donc je rentre pas dans les écoles. Moi, mon école, c'est l'anatomie. Je me dis, qu'est-ce qui peut rendre plus confortable. Ouais. Par contre, encore une fois, pour avoir étudié l'ergonomie, je dirais que l'ergonomie est super importante, mais le plus important, c'est l'ergonomie du geste. Et que finalement, quel que soit l'instrument, si le geste, si la conscience corporelle est claire, pour le musicien, il pourrait jouer sur n'importe quelle mauvaise chaise. Ou si lui, il a un truc. Si lui, il est clair dans son ancré, assise, ou sur n'importe quel instrument. Un bon musicien, il prend n'importe quel instrument moyen, ça sonne, c'est magnifique. Donc évidemment, après, il peut avoir des choix sur l'ergonomie et sur le style de l'instrument, des choix perso qui ne sont pas à remettre en cause. Et moi, je ne remets pas en cause, je ne dis pas à un musicien, mais regardez votre guitare, changez de guitare. Non, c'est impossible. Puis de quel droit c'est son choix. Ça correspond à ce. Par contre, et un guitariste qui jouerait du jazz manouche ou du flamenco ou de la guitare électrique au niveau des genoux, je pourrais pas d'un seul coup lui dire, bah, écoutez, vous allez jouer d'une manière ergonomique, de manière classique, parce que c'est vrai que la position classique avec un manche plus relevé est plus ergonomique, donc je pourrais pas dire à un jazz manouche, un guitariste électrique de jouer comme un guitariste classique, ce serait impossible à l'image. Donc l'idée, c'est de se comprendre que le corps s'adapte si bien et que le cerveau, en fait, c'est le cerveau et le corps vont de pair pour adapter de manière parfaite n'importe quelle position. C'est pour ça que je ne parle pas, encore une fois, ni de position, ni de posture. Après, attention, il y a des positions plus risquées. Et quand il y a une problématique, ça vaut le coup de changer un petit peu de position, le temps de réintégrer des équilibres musculaires plus intéressants à l'intérieur. Et après, je leur dis, vous pourrez revenir dans votre position après si vous voulez. Mais il y aura moins de risques, voire plus de risques, parce que le musicien aura intégré des équilibres musculaires clairs à l'intérieur de n'importe quelle position. Ok. Super. On a parlé de la main gauche, la main droite, on a parlé des bras. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la respiration ? Ça, c'est tout un monde aussi qui est toujours un peu obscur parce que c'est vrai qu'on voit rien en fait. Ouais. Alors, et surtout, il est dit encore une fois des choses pas forcément très justes d'un point de vue physiologique. Et en même temps, vous avez des exigences très particulières entre la pression, le débit. Et puis la respiration, c'est quand même à la frontière entre, donc en effet, l'expulsion d'air, dont vous avez besoin principalement, et là, avec une gestion du débit d'air. À la frontière, la respiration d'oxygène nécessaire pour le fonctionnement des muscles, du cerveau évidemment, mais des muscles, donc c'est vraiment un besoin physiologique d'apport en oxygène. C'est aussi à la frontière d'une zone, d'une musculature, la musculature abdominale et diaphragmatique, la musculature abdominale qui sert donc à expirer, qui est à la frontière de la tenue de la colonne, la tenue et la protection de la colonne lombaire. La colonne lombaire, c'est les muscles. La colonne lombaire, c'est donc la colonne vertébrale qui se trouve entre le bassin et le début des côtes. Après, on parle de la colonne dorsale et après de la colonne cervicale. Donc la grosse différence, c'est que la colonne cervicale n'a pas d'abdominaux, d'accord, elle n'a pas de côtes, donc elle est très très mobile. Et puis la tête reste c'est un peu la caractéristique de cette colonne cervicale, c'est que elle est archi mobile. La colonne dorsale, elle est beaucoup moins mobile et elle est de fait de la cage thoracique qui en fait la rend moins mobile, mais qui sert à protéger justement les organes dits nobles, quoi, tu vois, cœur, poumon. Et puis la colonne lombaire, des vertèbres un peu plus grosses, très mobile aussi, mais qui n'est pas protégée par la cage thoracique, mais du coup qui est protégée par une sangle abdominale, donc les muscles abdominaux. Okay. Et la respiration, c'est donc toutes ces fonctions-là dont je t'ai parlé, et avec vous une intention particulière, c'est la gestion du débit d'air. Donc l'importance de bien différencier l'inspiration de l'expiration, quand on parle de respiration, parce qu'en plus,
La respiration, le terme physiologique, c'est les échanges gazeux. Quand on parle de respiration, on parle des échanges gazeux à l'intérieur des poumons. Ok. Donc on devrait parler en vrai de la ventilation. Le vrai terme, c'est la ventilation. Ok. Mais bon, restons sur respiration. Ouais. Dans la respiration, il y a donc deux phases, ou dans la ventilation. Il y a l'inspiration et l'expiration. Donc finalement, parlons d'inspire ou d'expire, c'est plus simple que de parler de respiration. On ne sait plus où on en est dans la respiration. Donc l'expiration et l'inspiration. Hein, ça, tout le monde connaît ça. Bon. L'inspiration. Vous ne jouez que sur l'expiration. Contrairement à l'harmonica ou quoi, vous ne jouez que sur l'expiration. Donc les phases d'inspiration sont souvent tranquilles au début d'une phrase, mais entre deux phrases, brèves. Brèves, rapides, importantes. L'inspiration est très importante puisque elle va annoncer l'expiration. L'expiration étant super importante parce qu'en fonction de l'attaque, des détachés, du phrasé, des liés, de tout ce que tu veux, des nuances évidemment, c'est ça que vous allez apprendre à gérer. Donc, l'expiration, je veux dire, il n'y a pas de secret d'un point de vue mécanique. Les muscles expirateurs, principalement, sont les abdominaux. Ok, et ça c'est très intéressant parce que moi personnellement, j'aurais jamais pensé ni même imaginé que c'était les... Ouais, alors que tu demandes finalement à la population générale ou un peu aux sportifs, qui sont les muscles qui permettent d'expirer. C'est les abdos. Mais nous, on parle énormément du diaphragme. Ouais, qui est un muscle inspirateur quand même. Voilà. Donc oui, en fait, ce qui est... c'est complètement l'inverse, quoi. Et donc, il faut comprendre pourquoi vous parlez d'un muscle important qui est le muscle inspirateur principal, le muscle diaphragme. C'est le muscle inspirateur. Et pourquoi vous le mettez comme le muscle expirateur principal alors que c'est absolument faux. Et le risque de penser ça, on en a déjà un peu parlé, ça peut être des alors, c'est de se faire mal en bas du dos, c'est de se faire mal, tu parlais de hernie, c'est de se faire mal aux lèvres, c'est de se faire mal à la nuque, c'est de se faire mal partout, parce que c'est pas juste, mais c'est comme ça que vous apprenez. Et quand je dis vous, c'est pas que les bassonistes, c'est les vents. Les cuivres à fond, c'est-à-dire que on allait même dire que pour expirer, il fallait pousser vers le bas. C'est ça. Moi, d'un point de vue anatomique, parce que le sujet est assez simple, la respiration, c'est pas très compliqué non plus, de pousser vers le bas, je ne comprends pas. Alors avec le temps, évidemment, j'ai vite compris ce que vous vouliez dire. Donc je peux essayer de le résumer vite fait. Oui, bien sûr, justement. Je reviens à la physiologie. Les abdominaux, ce sont les muscles expirateurs, c'est-à-dire que c'est en se contractant, donc c'est une sangle abdominale, comme ça en se contractant, on va parler du muscle le plus profond, le transverse. C'est un muscle qui fait vraiment ceinture, il part de la colonne lombaire, il s'insère sur les côtes basses, sur les ailes iliaques, il vient sur le sternum, le pubis, et de nouveau, les côtes basses, les ailes iliaques, il vient s'insérer jusqu'à la colonne vertébrale. C'est une ceinture. C'est le muscle de la phonation. C'est lui qui... La phonation, c'est parler. C'est parler, ok. Pour parler, il faut faire sortir de l'air pour faire vibrer les cordes vocales. Donc on n'est pas loin du basson avec l'anche, mais là c'est les cordes vocales. Donc c'est le muscle de la phonation. C'est le muscle en ceinture, quand il se contracte, il se rétrécit, comme tout muscle, et en se contractant il se rétrécit, donc il pousse sur les viscères. Les viscères, c'est les intestins. Okay. Le gros et les petits intestins, et puis tous les organes finalement, qui sont en dessous du diaphragme. C'est-à-dire qu'au-dessus du diaphragme, tu n'as que, en gros, cœur, poumon, et en dessous du diaphragme, tu as tout le reste. Les reins, la vessie, le gros intestin, le petit intestin, l'estomac, tout le reste. Quoi. Eh bien, donc on va dire les viscères. Oui, quand on parle du diaphragme, on est ici. C'est une coupole, c'est un muscle comme ça, je vais en parler très vite tout à l'heure, puisque c'est quand même un muscle très connu chez les instrumentistes. Il est à peu près au milieu du corps. Au-dessus sont posés les deux poumons, avec le cœur, à gauche la plupart du temps. Et puis, il y a des exceptions. Et puis, en dessous, tout le reste des viscères, d'accord ? Donc, l'expiration, ce sont les abdominaux qui se contractent et qui poussent sur les viscères. Les viscères ne pouvant pas aller en bas, et c'est là où il y aura l'importance de garder une tonicité du muscle du périnée, donc les sphincters, devant, derrière. Mais en tout cas, les viscères n'iront pas vers le bas, n'iront pas derrière, il y a la colonne vertébrale, n'iront pas sur les côtés, il n'y a pas de place entre le haut des ailes iliaques et
le bas des côtes, il n'y a pas de place. Donc les muscles qui poussent sur les viscères vont faire une poussée vers le haut et ils vont rencontrer donc le diaphragme et la poussée des abdominaux vont donc faire remonter le diaphragme, qui vont faire remonter le poumon, qui vont donc comprimer les poumons et donc vont faire sortir l'air. Ouais, c'est ça. Donc contraction des abdominaux, sortie de l'air. C'est vraiment les muscles expirateurs. Il faut vraiment repartir de cette base, c'est très simple à comprendre. Ouais. Le diaphragme, lui, fait l'inverse. En se contractant, c'est un dôme, il s'abaisse. Il s'abaisse. Donc, il s'abaisse, les poumons sont donc allongés vers le bas. Ça crée donc une dépression atmosphérique à l'intérieur des poumons. Et si les ouvertures sont ouvertes, nez ou bouche, l'air rentre par rapport à la pression atmosphérique. Contraction du diaphragme, il s'abaisse. Ça crée une dépression, l'air rentre, l'air est aspiré. Ouais. C'est ça l'inspiration. C'est une contraction musculaire, l'air rentre. Expiration, le diaphragme se détend, les abdominaux poussent, l'air sort. Ouais. Donc pourquoi vous parlez de l'importance du diaphragme dans l'expiration? Si, parce que c'est un vrai sens, il faut le comprendre. C'est que si je vide mon air, tout l'air que j'ai, si je le vide en une seconde, ben, j'ai rien géré de mon débit d'air. Vous avez... Ah oui, c'est ça, je vois où tu vas venir. D'accord. Et donc pour gérer ce débit d'air, les abdominaux vont donc devoir pousser et le diaphragme va devoir retenir et freiner un peu et va donc gérer le débit d'air pendant l'expiration. Donc le diaphragme devient très important pendant l'expiration, mais il devient le frein des abdominaux. Mais c'est là où, quand on a compris ce mécanisme-là dans les années 70, tu vois, avec le yoga, avec d'autres, avec la ventilation qui a commencé à être expliquée plus précisément et tout, bien avant ça, mais en tout cas les profs s'y sont intéressés un peu par là, eh bien les musiciens se sont dit, ah, donc c'est important pendant l'expiration de freiner, donc de pousser vers le bas. Donc on a gardé l'idée que pour expirer, il fallait pousser vers le bas. Ouais, et donc on est allé plus loin, et les cuivres ont bien accentué l'histoire en disant, bon bah alors on lâche les abdominaux pour bien pousser vers le bas. Donc on pousse, on lâche les abdominaux, on pousse le diaphragme vers le bas, et alors là c'est là où ça a créé plein de problèmes en fait. Ouais. Et alors que c'est juste, ok, il faut d'abord juste penser que c'est d'abord les abdos qui poussent et le frein du diaphragme. Ouais, le premier. Ok. Voilà, juste ça, remettre ça, ça change tout parce qu'en effet on va éviter des problèmes de hernie, on va éviter des problèmes de lumbago et de problèmes lombaires chez les cuivres dans tous les sens et pas que chez les cuivres, et puis même chez les non-vents. Parce que les non-vents, ils ont intégré le fait que respiration détendue, relaxation abdominale. Mais aller chez un violoniste, lui faire une bonne respiration diaphragmatique ou respiration basse ou respiration abdominale ou respiration profonde qu'on enseigne, tu vois, pour dire allez détendez-vous, avec du coup un manque de maintien au niveau du bassin et de la colonne lombaire, avec du coup un bon relâchement des épaules, un manque de maintien des dentelés qui portent cette ceinture scapulaire et qui va faire que, parce que le musicien veut avoir une bonne respiration bien profonde d'un seul coup, il va avoir un manque de stabilité avec un archet qui tremble, vous croyez que ça va le détendre? Ça va le super stresser. Et donc il va respirer encore plus bas, il va relâcher encore plus son ventre, et il va tourner en rond, il va arriver non pas dans une pathologie, mais dans un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à l'orchestre ou en situation de jeu exposé, avec un certain challenge, une anxiété qui est due à la peur, enfin qui est la peur de son tremblement, et que ça soit entendu. Donc il va aller chercher la détente et la respiration profonde, mais il s'en sort pas. Et c'est là où après, un musicien comme ça, mais j'en ai reçu plein, qui pendant, en sortant quand même du CNSM ou de n'importe où, pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et je les vois débarquer après en se disant, bah voilà, ça fait depuis la sortie, quel que soit l'instrument, c'est des histoires de lèvres, des histoires de bras, des histoires de jambes, des histoires de quel que soit l'instrument, des gens qui ont passé 5, 6, 7 ans, 8 ans de début de carrière malgré leur parcours, parce qu'en plus ça ne les empêche pas d'avancer, c'est ça le pire, mais d'avancer dans une tension, une terreur, une tension, un inconfort, et personne ne le sait parce qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Parce qu'ils n'ont pas le droit de dire que ça ne va pas, parce qu'ils doivent sourire et avancer pour être demandés et être appelés. Donc c'est assez terrible. Hein. Ouais. Et sans parler de la dystonie de fonction, qui est que tout ça, en gros, parce que la dystonie de fonction, je pourrais en parler pendant des jours,
D'accord. La dystonie de fonction, c'est simplement la commande centrale qui a été désorganisée, dans le sens où le musicien a réussi à intégrer un nouveau schéma dysfonctionnel d'un geste précis sur son instrument, qu'il s'agisse du masque ou des doigts, ou même d'une épaule, ou même d'une cheville chez un batteur, et de rendre cette commande dysfonctionnelle, parce que pendant des années, avec acharnement et perfectionnisme et volonté et répétitivité, il a cherché avec un manque d'ergonomie un geste où il a réussi à désorganiser la commande. C'est un truc fou. C'est pas douloureux, sauf que si on pense que le dysfonctionnement et que l'incapacité ou le handicap du jeu est une douleur énorme, alors oui, c'est douloureux et bien plus douloureux qu'une tendinite à ce moment-là. La dystonie de fonction, c'est pas douloureux physiquement, mais c'est incompris. C'est incompris. C'est compliqué de sortir du schéma parce que ça fait des années qu'on l'a construit et que surtout personne n'est capable d'expliquer le dysfonctionnement. En tous les cas, on n'est pas beaucoup à le faire. Et une fois que le musicien vient nous rencontrer, ça fait déjà 3 ans minimum, 4 ans, 5 ans, 6 ans que c'est installé, et qu'il a construit, c'est ça le truc, c'est qu'il a construit son début de carrière sur sa manière de fonctionner avec un doute terrible, et en même temps, c'est des gens qui ont des capacités au départ énormes. C'est des gens qui ont ces facilités d'apprentissage, une plasticité cérébrale assez grande, qui fait que justement, ils vont au-delà de leur... ils arrivent si tu veux, l'apprentissage va trop loin et se désorganise. Et c'est assez terrible. Mais c'est assez passionnant. C'est là où j'ai puisé, c'est grâce à ces musiciens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, encore aujourd'hui, que j'ai appris pratiquement tout, quoi. Vraiment. Et que j'ai retransposé après sur la tendinopathie, la compression nerveuse, enfin les pathologies très très classiques du musicien qui sont finalement assez simples, et j'ose le dire aujourd'hui, à rééduquer. Je fais plus de rééducation aujourd'hui, j'en ai fait pendant 15 ans, de la sortie de mes études en 97 à 2003 où j'ai co-créé la clinique du musicien à Paris, ouais. Et puis jusqu'en 2014-2015 où j'ai arrêté la rééducation pour passer à suivi personnel, c'est ça? Ouais, à une autre étape qui était d'essayer de comprendre comment le musicien pouvait être soutenu en amont de ces problématiques, donc finalement plus au début de sa carrière. Alors je ne suis pas remonté au début de l'apprentissage, parce que ça, je pense que c'est le rôle des profs, donc de comprendre comment je pouvais transmettre ces informations-là aux profs, pour que les profs, dès le début de l'apprentissage, puissent arrêter, continuer en tout cas à partager tout leur savoir sur la musique en intégrant des données anatomiques simples, basiques et justes, saines. Ouais. Donc moi, je m'occupe aujourd'hui beaucoup plus des musiciens qui sont sur scène, de les préparer à la scène. Donc c'est pas de la prévention, les musiciens s'en foutent en fait de la prévention, c'est de l'optimisation. C'est comment être plus confortable, plus pertinent, plus endurant, plus libre dans la tête, plus libre dans le corps, mieux dans sa tête et mieux dans son corps. Sachant que la vie d'artiste, comme je disais au début, c'est un challenge. Et je pense que ces musiciens ont le droit d'être soutenus, accompagnés, soutenus. Comme les sportifs. Ouais, mieux que les sportifs. Mieux que les sportifs. Ouais, mieux que les sportifs, parce que les sportifs, on les soutient à qu'est-ce que j'ai entendu? Écoute, j'ai entendu un commentaire il n'y a pas longtemps. Je regarde peu le sport, mais vraiment peu, donc je tombais par hasard dessus, et c'était « Ah, lui, il est bon, il va aller loin, il aime se faire mal. » Ah ouais, non, mais c'était dit juste comme ça, c'était dit comme ça. Il aime se faire mal, mais je pense que pour un sportif, c'est « Bah oui, alors ?» Ouais, c'est normal, quoi. Non, mais il faut. Donc à 25 ans, pour certains sports à 20 ans, d'autres à 35, vous êtes cassé, c'est fini. Et que toute la médecine du sport, c'est basé sur la reconstruction rapide et urgente, avec des technologies folles, mais à quel point, à quel prix, voilà. Et le musicien, je pense que non, l'idée c'est pas d'aller vers ça. Malheureusement, la notion de rentabilité,
voilà, bon, bref, en tous les cas, voilà, comment transformer un peu l'apprentissage de la musique, Ouais. parce que je pense qu'il y a un vrai boulot à ce niveau-là, mais un vrai gros boulot, l'apprentissage de la musique. Pourquoi comment et à qui et, voilà, c'est un vrai sujet et moi je vais simplement partager aux musiciens que je reçois ces notions-là qui en tant que prof vont pouvoir le faire passer, vont aussi pouvoir le faire passer auprès des profs de conservatoire, parce que c'est ça, j'en suis là aujourd'hui, c'est que ces musiciens que je forme aujourd'hui ont cette capacité de partager ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est-à-dire d'intervenir dans les classes, ou en tout cas dans les conservatoires auprès des profs surtout, et de leur partager en fait ces notions-là. C'est hyper bien entendu, c'est très demandé, sauf que bah voilà, ils se rendent compte que c'est énorme et qu'il en faudrait plus, quoi. Il faudrait plus de données parce que c'est intéressant, mais en fait il y a beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de systèmes. Il y a un système main, il y a un système pouce, il y a un système avant-bras, poignet, système épaule. Bah, c'est complet encore, hein. C'est un système colonne vertébrale, bassin, assise, on parlait debout, assis, respiration, lèvres, muscles, larynx, pharynx, ça c'est que des systèmes super importants. Pieds, jambes, membre inférieur. Parce que là justement, tu parles du larynx et tout, on n'en a pas trop parlé. Ouais. Ça, on en avait parlé pour m'aider, moi, en tout cas, sur les attaques pianissimo, par exemple. Ouais. Est-ce que tu pourrais un petit peu décrire ce qui se passe? Parce que là aussi, c'est très... Ouais, alors donc un autre système, en effet, plusieurs autres systèmes que vous utilisez. Alors, pour faire simple, le larynx, c'est là où se trouvent les cordes vocales, donc a priori, c'est pas votre système à vous. Hein, vous utilisez plus en fait la langue avec les lèvres et la langue. Et la langue reliée à l'air, c'est entre l'air et la langue que vous fabriquez en fait un peu votre rythmique et votre sonorité. Et donc le larynx, donc c'est voilà, c'est la voix, hein, c'est plus la voix. Le pharynx, c'est la gorge. Donc cette gorge, elle doit être en effet ce qu'on en dit principalement ouverte, en tout cas pas serrée. Et ça, c'est souvent une histoire de langue. C'est souvent une histoire de langue. Et la langue, c'est là où ça intervient, c'est vraiment intéressant. La langue, 17 muscles. C'est pas une grosse mécanique, c'est pas très compliqué. Bon, il faut comprendre qu'elle a ses spécificités, comme ce sont des muscles qui se mobilisent entre eux et qui ne mobilisent pas d'os. D'accord, c'est la grosse différence avec des muscles de la main et de tout le corps humain. Il n'y a pas d'os dans la langue, si ce n'est que la langue s'insère sur un os, l'os hyoïde, qui est un os. C'est celui qu'on sent là, non? Alors, il y a plein de cartilage là, mais au-dessus de la pomme d'Adam, là, un petit peu au-dessus, là, si on serre, on tombe sur un peu un anneau un peu rigide. C'est l'os hyoïde, sur lequel se trouvent des muscles sus-iodiens et des muscles sous-iodiens. Et cet os a la particularité, c'est qu'il est un peu flottant, il n'est pas rattaché articulairement à d'autres os. Il est flottant et c'est l'os de la base de la langue. C'est de là d'où part la langue en fait. Après, l'histoire du bassoniste par rapport à quoi? Aux attaques et aux détachés? Oui, c'est ça. Eh bien, vous jouez avec cette langue et de bien comprendre que la langue, c'est comme un doigt. La langue, elle vient arrêter ou libérer la vibration de l'anche. Fermer ou ouvrir. Vous dites ça comme ça. Fermer. Bon, non, on ne dit pas vraiment comme ça, mais on. Bah, ce qui est marrant, c'est qu'on dit rien en fait. On dit rien, d'accord. Donc il y a l'anche qui rentre dans votre lèvre, les lèvres servent en fait simplement à étanchéifier et à maintenir, à étanchéifier. Et puis l'air va faire venir vibrer les anches et la langue va venir stopper la vibration ou libérer ou provoquer la vibration. Donc une attaque, ou parlons du détaché, un détaché, c'est donc un aller-retour de la langue sur l'anche pour, en fonction de l'air qui arrive, provoquer, enfin voilà, donc en gros. Hein. Et donc, la qualité du détaché, c'est d'abord une qualité de soutien. Donc tout à l'heure, on a parlé de périnée-abdos qui permettent, avec une gestion en frein du diaphragme, de gérer le débit. Vous n'avez pas besoin d'un gros débit, mais enfin d'une pression en tous les cas. Et ensuite d'une langue qui va faire ses allers-retours. Alors là, je vois que tu fais ce geste-là. Nous, ce serait plus comme ça. Ouais, alors, ok. C'est-à-dire que... En tout cas, moi, je sais que c'est comme ça, quoi. C'est un peu sur le...
sur le dessus de la langue. Ouais, c'est ça, c'est le dessus. C'est pas l'extrême pointe parce qu'on a tendance à penser que c'est l'extrême pointe qui ferme ou ouvre l'anche, mais en fait, quand on essaie d'en prendre conscience, on remarque en fait c'est vraiment sur le. Alors, si je le mime pas comme ça, c'est pour des raisons que je vais t'expliquer maintenant. Mais en effet, chaque musicien trouve sa place plus ou moins. Ça dépend des. Je pense que ça dépend de chacun. Alors, on va pas taper avec le milieu de la langue. Là-haut, on est sur le bout de la langue, un peu dessus, plus ou moins proche de la pointe ou quoi. Mais si je mime dans ce sens-là, c'est que musculairement, la langue, quand elle vient faire ses allers-retours, tu es d'accord qu'elle doit travailler avec des muscles qui projettent et des muscles qui retirent. Et les muscles qui retirent sont les muscles qui vont amener la langue en bas et en arrière dans l'arrière-bouche. C'est-à-dire typiquement, et c'est pour ça que vous parlez aussi du bâillement, quand vous bâillez, un début de bâillement ou un bâillement, la langue vient se retirer en bas et en arrière, la base de la langue. Ouais, ça... Et cette musculature de retrait de la base de la langue est super importante parce que c'est une des deux musculatures qui sert à faire le retour. Si on parle de l'aller, il sert à faire le retour. Et un bon détaché, c'est juste une bonne synchronisation entre les muscles qui vont vers l'avant et vers l'arrière. Et les muscles qui vont vers l'avant, ils vont avec une certaine tonicité, c'est-à-dire qu'avec une langue qui sera plus ou moins tonique. Alors une langue molle, c'est ça, en plateau, et une langue tonique, c'est très serré, quoi. Une langue pointue, on peut l'appeler comme ça, une langue pointue, serrée en largeur et en épaisseur. Et on peut juste comprendre que une langue agile, c'est pas une langue molle. Or, dans des références encore en 2019-2020, des bouquins qui sortent et tout, c'est langue molle, tel l'air hébété. Tel l'air hébété. Ouais, donc tu vois, que des trucs très sexy, quoi. Et surtout non fonctionnel, quoi. Ouais. Une langue tonique. J'ai pas dit crispée, mais jamais j'ai reçu un musicien, jamais pour une langue douloureuse qui aurait été crispée. Ouais. Donc je sais pas quelle consigne on donne aux jeunes sur leur langue, mais en tous les cas, elle doit pas être molle. Elle doit pas être détendue. Comme les poignets, comme les pouces. Faut arrêter la détente, l'archure détente. Ni crispée. Mais crispée, tonique. Crispée, comme tu dis, crispé, j'aimerais bien voir une langue crispée, moi, chez un musicien. On va me dire, oui, mais elle n'est pas assez rapide. Peut-être que parce qu'elle n'est pas assez tonique, justement. Ouais. De ne pas penser qu'elle serait trop crispée, j'ai jamais eu ça. Parce que je me rappelle que tu me parlais du mouvement inverse. En fait, le mouvement inverse est super important pour gagner en rapidité. C'est ça. C'est-à-dire que donc, je te dis langue pointue pour aller attaquer, et pour revenir, enfin attaquer, pour y aller, et pour revenir, c'est... la langue du bâillement, on va dire, la langue du tigre. Quand on fait ça, on fait une vibration un peu du voile, du palais là, mais surtout, on met en route la musculature de retrait. Et un détaché, c'est un aller-retour. Donc il faut la conscience et la tonicité des muscles qui y vont et qui reviennent. Or, un détaché, comment vous le pensez, vous ? Est-ce qu'un détaché, vous le pensez au moment où vous arrêtez le son ? C'est-à-dire où la langue va vers l'avant pour arrêter le son ? Ou est-ce qu'un détaché, vous le pensez, où la langue va vers l'arrière pour libérer le son ? Je dirais plus ça. Ouais, et en tout cas, faudrait pas hésiter à penser le retrait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et parce qu'un détaché, on peut le penser, tu vois, quand ça va, ta, ou on pourrait penser, ta, tu vois. Le son se crée quand la langue quitte. Oui, c'est ça. Dans le retour, quoi. Le retour. Ouais. Et souvent, tu vois, on pense peut-être à l'inverse, en fait. Voilà, après, libre à chacun de savoir comment il pense, enfin, d'analyser et de penser comme il veut, mais de ne pas hésiter à penser le retour. Et du coup, si on parle du double détaché, par exemple, je crois qu'on n'en a pas parlé, ça. Ouais, le double, c'est ce que font certains. Parce que souvent ils n'ont pas organisé clairement leur langue en rapport avec leur respiration et que par défaut ils vont faire un double qui n'a rien à voir parce que c'est plus les mêmes. C'est parce que c'est le cas. Ouais, c'est une autre manière de. C'est une autre manière d'articuler
Et donc du coup, on arrive à des tempos plus rapides. Et, Oui, c'est quoi? C'est le palais sur la langue en fait, c'est ça? ouais. On est plus avec l'arrière-langue. Oui, c'est ça. Ok. Donc, Hum, combien de fois j'ai vu des musiciens venir pour me parler du détaché en me disant voilà le double et tout, mais en fait ils voulaient me parler de leur simple pas assez rapide. C'est pour Oui, ça c'est la ça. raison qu'ils sont passés au double sans trop le dire, puis ça s'entend pas trop alors que ça s'entend peut-être quand même un peu, mais finalement ça va, ça passe. Donc comment travailler le simple? C'est en étant beaucoup plus clair avec sa langue, sa respiration, mais clair, voilà, après il y a des Parce étapes et qu'après, des processus. parce qu'après la question c'est le simple peut-il aller aussi vite que le double? C'est ça aussi. Bah, certains vont te dire non, c'est-à-dire qu'ils n'y sont pas arrivés. Après, si on commence à faire des records de vitesse, bon, c'est peut-être pas super intéressant non plus. Mais certains sont passés au double parce qu'ils n'arrivaient pas à aller si vite avec le simple. Parce que C'est là, tout. ça me fait penser à une partition qu'on est en train de jouer en ce moment à Mhm. l'opéra, qui est très très rapide. Et le chef prend un tempo absolument. C'est une vitesse incroyable. Ouais. Et je crois que personne dans les vents fait du simple. En tout Eh cas, ben, je vois écoute, pas si c'est. comment est-ce que Ouais, tu ouais, pourrais le faire en ouais, ouais, simple, par ouais, exemple. ok, bah à ce moment-là, Ou si le alors, il faut fait est avoir que. un simple Non, 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 mais de si le fou. double est. Oui, oui, peut-être qu'on va plus rapidement avec le double, mais c'est ok. Oui, C'est ok. c'est ça. C'est ok, le double Ok. va très bien en fait, Ouais. hein. Et certains sont passés au double plus tôt dans le tempo Que que d'autres parce qu'ils d'autres. avaient plus de problèmes de simple, en Ouais, fait. et c'est pas grave en fait. Mm. En vrai, c'est pas grave, sauf que certains ont culpabilisé longtemps. Ouais. Longtemps. J'ai eu des échos de musiciens qui étaient dans l'orchestre depuis plus de 10 ans, en culpabilisant sur leur double, enfin sur leur Sur simple, leur simple, ouais. vraiment trop lent, alors que personne ne le savait. Ouais. Et qu'un jour où avec cette personne on a travaillé le simple en augmentant la vitesse et qu'en lui disant bah, finalement le double de toute façon c'est pas un problème, elle s'est enlevé un Ouais. poids et une culpabilité parce que je pense que je sais pas ce qui est dit là-dessus. Bah, rien. Rien. Bon. Rien. Du coup, là, on a parlé de. Oui, c'est ça. Ce que je voulais te demander, c'est quels seraient les gestes à prendre conscience pour arriver à faire des attaques très piano. Là, je parle pour le basson, par exemple, Ouais. dans le grave. Alors je dirais, Pianissimo, c'est un super dur. ouais. Alors d'une tonicité particulière périnée-abdo-fessier, Mhm. c'est-à-dire d'un soutien particulièrement grand, tonique. Ok. C'est étonnant, mais c'est ce qui va pouvoir vous permettre un dosage fin de ce piano et d'avoir une langue aussi très tonique et agile à sa place en tout Tonique. cas. Et je crois que tu m'avais parlé de la position du tigre, comme tu dis. Ouais, alors c'est l'ouverture de la gorge. En fait, Ouais, c'est ça, l'ouverture pour de la avoir une gorge, ouverture. il y a un muscle qui s'appelle le constricteur du pharynx, qui est un sphincter en fait, le constricteur du pharynx qui ferme la gorge. Il sert à faire, il sert à tousser. Ouais. Il sert à tousser. Et quand on dit ouvrir la gorge, on va des fois aller envoyer des signaux qui vont arriver sur ce muscle-là et qui servent à fermer la gorge. Donc c'est l'ouverture de la gorge, elle se passe un petit peu au-dessus par la langue et par le fait, entre autres, de faire comme si vous bailliez avec une contraction de cette base de la langue qui a tendance vraiment à ouvrir la gorge. Donc oui, ouvrir la gorge en le pensant langue. Et pas en pensant gorge, en risquant d'aller solliciter le constricteur du pharynx. Oui, c'est ça. Donc, quand on dit de fermer la gorge, en fait, c'est De l'ouvrir ou de la fermer? de fermer la gorge. Ouais. En fait, on dit de retirer la langue. Non, fermer la gorge, ce serait fait comme si vous toussez. Parce que je me rappelle que tu parlais du tigre, genre quand tu fais le tigre, C'est pour ouvrir la gorge. c'est pour ouvrir la gorge. Ouais, Ok. c'est pour ouvrir la gorge. Donc de comme si vous bailliez, ou le tigre, c'est la base de la langue contractée en bas et en Ok, arrière. d'accord. Mais du coup, pour attaquer piano, si on a la gorge trop ouverte, Ouais. ça risque pas de compliquer la chose? Bah, je sais pas s'il faut l'ouvrir trop, en effet. Ouais. Faut pas l'ouvrir trop, c'est un dosage, mais surtout, moi, ma proposition, c'est de rester hypertonique dans le soutien. Mais le soutien, je Ouais. sais pas ce que vous appelez Ok. vous le soutien finalement. Moi, je dirais vraiment périnée, abdos, fessier pour commencer. Le soutien de base avec évidemment une bonne gestion du frein du diaphragme. Mais un bon soutien et une tonicité de langue pour avoir un dosage fin dans ce piano. Ok. C'est vraiment les deux clés, je pense. Ouais. Ok, super. Je pense à un dernier truc, après je pense qu'on aura fait le tour. Je reviens à la dystonie. En fait, ça me fait penser à une personne qui a un problème de langue. Mhm.
et qui a mis des mois à s'en remettre. Je crois qu'elle a fini par y arriver. Euh, Genre, comment toi tu prendrais en charge ce genre de problème? Par exemple, je crois que c'était un problème d'attaque. En fait, la personne n'arrivait plus à attaquer, ou en tout cas rapidement. Ouais. C'est quoi le processus, ou en tout Ouais, cas un alors, exemple de processus moi j'ai jamais vu de dystonie de la langue, Ok. mais en effet, dans la dystonie qui se passe généralement au niveau des muscles de la face, euh, il- c'est souvent dû à une histoire de langue mal gérée en amont. Ok. Mais donc voilà, je sais pas après si c'était une dystonie ou un problème de dysfonctionnement, c'est-à-dire de Ouais. désorganisation, de synchronisation dans son attaque ou quoi, où j'ai eu comme ça des... Oui, ah, c'est ça. Mais est-ce que ça avait Peut-être plus été ça. diagnostiqué dystonie? Je Parce crois que, qu'on m'avait parlé de dystonie. Alors, j'en ai ouais, pas parlé avec la personne concernée, mais et la personne concernée s'en est sortie assez alors, en fait, je rapidement? crois que ça a été assez miraculeux entre guillemets. Ouais, C'est-à-dire c'était pas une dystonie alors. on Parce sait pas que, trop comment. ouais. Alors c'était probablement pas une dystonie. C'était pas une D'abord, ça dystonie. concerne pas Ok. la langue, et ensuite, Ok. il n'y a pas enfin, de baguette magique pour la dystonie de fonction. Hmm. Et c'est là où le diagnostic est super important. C'est-à-dire que avant, c'est-à-dire il y a 20 ans, je remonte pas très loin, 20 ans, 25 ans, Ok. Ah oui, putain. Ok. il y a 20 ans, 25 ans, la dystonie n'était pas diagnostiquée parce qu'on la connaissait pas ou mal. Ouais. Donc du coup, les gens traînaient avec cette problématique sans être diagnostiqués, du coup sans être pris en charge, et du coup sans explication et sans possibilité Hmm. de récupération, ou difficulté en tout cas grande. Et aujourd'hui, comme c'est un mot qui est un peu plus connu, on met ça sur tout ce qu'on ne comprend pas. Ah ben ça c'est une Ouais. dystonie. Ça c'est une Et dystonie. c'est, Ok. et c'est pas mieux, parce qu'un musicien que je rencontre et qui me raconte avoir une dystonie, et qu'il sait ça depuis 3 ans, et qu'on commence à regarder et que c'est pas une dystonie, mais pour lui, ça veut dire quoi? Pour lui, ça fait 3 ans qu'il vient d'en faire parce qu'il comprend pas, alors que son problème est résolvable simplement parce que justement c'est pas une dystonie et que c'est un petit Ça. mélo-mélo. Ouais. La difficulté de coordination dont tu parlais, tu vois, entre une langue, une respiration, des histoires d'attaque, j'en ai rencontré plein. C'est comme l'histoire de tremblement, c'est un peu pareil. L'histoire Hmm. de tremblement d'ailleurs, c'est rarement. Il existe des dystonies tremblantes, tu vois, un peu comme ça, mais c'est rare. Les tremblements, c'est souvent des problèmes d'organisation ou de Oui, c'est ça. désorganisation. C'est pas forcément une Non, dystonie. et c'est souvent C'est pour. récupérable bien plus rapidement et bien plus simplement. Mais quand on leur met sur la tête que c'est une Ouais. dystonie et que on sait que c'est compliqué, que qu'il vaut mieux arrêter des fois que d'essayer de trouver, que Ouais. c'est très dur pour la tête du musicien, alors que c'est même pas ça. Donc le diagnostic est super important. Ok. Super. Donc si jamais un musicien a un problème, il peut te contacter, j'imagine Oui, sur. oui, 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 bien sûr, on est plusieurs aujourd'hui, Ouais. heureusement, à s'occuper de ça. Mais oui, je pense que le diagnostic est important pour savoir sur quoi on se Ouais. dirige. Si c'est, Ok. moi, je fais plus de rééducation, donc si c'est des histoires en effet, de pathologie, il vaut mieux aller voir donc des kinés spécialisés sur voilà, les pathologies des musiciens, et puis sur tout ce qui est optimisation. En effet, moi, la dystonie de fonction, je la prends pas comme une maladie. C'est vraiment il faut bien comprendre que c'est une désorganisation qui est due à des qualités extraordinaires d'un musicien. Un musicien Ouais. a des capacités extraordinaires, aussi bien au niveau physique que central, et il a tellement poussé la chose qu'il a réussi à désorganiser sa commande de manière involontaire évidemment et inconsciente. Donc c'est avec plein de belles qualités qu'il a désorganisé son truc. Il faut faire marche arrière, enfin il faut Hmm. prendre de la distance, changer de lunettes et se dire voilà, on a en effet plein de qualités et il faut reconstruire quelque chose autrement. Ouais. Ouais, je mets pas ça dans la case Ok. rééducation, mais vraiment changement de regard, quoi, Ouais. changement de direction, du rapport que l'on a à l'instrument, à la musique, au rapport au travail, au rapport à son Ouais. corps et à sa tête. Ouais, c'est vraiment assez Ok. complet et complexe, mais passionnant en même temps. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je sais que tu as écrit plein de livres, donc si jamais les gens veulent en savoir un peu plus, voilà, tu as fait 9 bouquins. Alors une dernière série Voilà. sur l'anatomie des musiciens, en effet, au travers de ces 9 premiers livres, parce qu'il y en aura un 10e, Ok. où j'ai pris en compte en effet toutes les familles, voilà,
j'ai décrit sur à peu près tous les instruments, en effet, l'anatomie fonctionnelle du musicien, Ok. système par système, avec un 10e livre qui sortira en fin d'année probablement, et qui va être un livre un peu introduction de ces 9, enfin introduction à tous ces livres-là, et qui parlera vraiment du musicien, un musicien acteur-danseur, parce que je considère le musicien comme un acteur, comme un danseur, minimaliste mais danseur, acteur, comédien, je le vois vraiment comme ça, acteur de sa mise en scène. C'est le musicien qui choisit sa mise en scène, et vu comme ça, le parcours et la recherche du musicien, je trouve, devient encore plus excitante, quoi. Ok. Et du coup, concernant le basson, tu as fait un livre en particulier qui regroupe aussi les hautbois, Alors ouais, les bois, clarinette et flûte. c'est ça. C'est ça. Les bois, Ok. Super. les bois en général avec les sax aussi. Ok. Donc le basson est Et présent. ça, on peut le trouver sur. Alors, les éditions Biodo le Biodo distribuent. et sur Ouais. Amazon aussi, je crois que j'ai Sur vu. Amazon aussi, Ok. et dans toutes vos librairies musicales, en Ok. fait. Et Il est le commandable. titre, c'est. Anatomie du musicien, Ok. Et clarinette, il y a un petit sous-titre. hautbois, Ok. basson, Bon, bah, super. sax et flûte. Ok, nickel. Bah écoute, Marc, merci beaucoup et j'espère que ça va intéresser les gens. Merci Théo.